Bienvenue dans le podcast Neurosensible. Douleurs chroniques, fatigue, anxiété, symptômes étranges. Et si tout partait du cerveau et d'un système nerveux dérégulé ? Bonjour à tous, très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit solo épisode dans le podcast Neurosensible. Question. Et si tous les outils et les stratégies que tu essayais et que tu implémentais pour aller mieux entretenaient, voire empiraient tes symptômes ? Aujourd'hui, je vais te parler d'un point assez frustrant dans le chemin de la guérison. Lorsque ton système nerveux est profondément sensibilisé, la plupart des stratégies que tu mets en place pour aller mieux peuvent, en réalité, entretenir le problème. Avant d'aller plus loin, je voudrais rappeler ce qu'est un système nerveux sensibilisé, parce que c'est différent de dérégulé. Et ça, pas tout le monde le sait. Un système nerveux sensibilisé, c'est un système qui a appris, au fil du temps, à réagir de manière excessive à des signaux qui ne sont pas réellement dangereux. Il fonctionne en état d'alerte élevé et ce constamment, ce qui fait que des sensations normales ou bénignes sont amplifiées et interprétées comme des menaces. Tout stimuli, que ce soit une lumière, un son, un visuel, un mail, une voix, un mouvement, une musique, une nourriture, une attitude, peut activer l'état d'alerte. C'est ce que j'ai vécu et ce plusieurs fois dans ma vie, lucky me. Et je me souviens qu'à une époque, je ne supportais même pas, ne serait-ce qu'un changement de plan dans un film. C'était horrible. Je sortais du cinéma en PLS et c'était pareil avec les feux de rue quand ils changeaient de couleur et passaient du vert au rouge par exemple. Ceci est un phénomène d'apprentissage du cerveau, que l'on appelle souvent sensibilisation centrale, où les circuits de la douleur et de la peur deviennent hyper-réactifs. À la différence d'un système nerveux entre guillemets simplement dérégulé, qui peut être ponctuellement plus stressé, fatigué ou déséquilibré que la normale, mais qui reste quand même capable de revenir relativement vite à un état de base correct, un système sensibilisé est comme bloqué dans ce mode d'alerte. Il ne s'agit plus seulement d'un déséquilibre temporaire, comme avec un système nerveux dérégulé donc, mais d'un conditionnement installé où le cerveau anticipe le danger en permanence et entretient lui-même les symptômes. C'est le cercle infernal. Retiens donc cela. Un système nerveux dérégulé peut connaître des variations importantes d'état, mais il reste capable de revenir à l'équilibre. À l'inverse, un système nerveux sensibilisé s'emballe de façon répétée et a du mal à redescendre. Il reste comme bloqué en mode alerte sur la pédale d'accélérateur. Et on le sait tous, ce n'est pas un manque de volonté, c'est un fonctionnement neurobiologique. Quand on parle de sensibilisation, on parle vraiment d'un système nerveux qui a appris à fonctionner en état d'alerte élevé. Le cerveau, et en particulier les circuits impliqués dans la détection du danger, deviennent hyperactifs. Cela arrive souvent quand initialement, pendant notre enfance et le long de notre vie, nous avons vécu de nombreuses adversités, comme de la négligence, des deuils, des accidents, du harcèlement, de la violence, du stress chronique. Ça arrive également souvent avec certains traits de personnalité, qui en découlent d'ailleurs. Perfectionnisme, addiction au travail, pression que l'on s'ajoute sur nous, contrôle fric, etc. Dans cet état de sensibilisation, le cerveau ne se régule pas à partir de ce que tu comprends, mais à partir de ce que tu fais de manière répétée. C'est un point essentiel et j'insiste souvent sur ce point. Le système nerveux apprend par expérience, par conditionnement, par répétition. Malheureusement, et sans t'en rendre compte, il suffit de regarder rien que nos pensées pendant quelques minutes, tu as probablement plutôt tendance à renforcer l'idée qu'il y a un problème à surveiller. La première erreur fréquente consiste à porter une attention constante aux symptômes. I know. Ça paraît logique, les symptômes étant là pour nous alerter. Mais beaucoup de personnes commencent leur journée en scannant leur état interne. La qualité du sommeil, les sensations corporelles, le niveau d'anxiété, les tensions, et si, etc., sans compter la pression que l'on s'ajoute. Bref, ces comportements peuvent sembler rationnels et même prudents. Mais sur un plan neurocognitif, il entretient ce que l'on appelle une boucle d'hypervigilance. L'hypervigilance ou l'hyperattention sur les symptômes garde le cerveau en mode alerte. La plupart du temps, les personnes dans cet état n'arrivent pas vraiment à se concentrer ou à vivre le moment présent réellement. Ils sont 50% en train de faire la chose qu'ils sont en train de faire, par exemple parler à quelqu'un, écouter mon podcast ou regarder un film, et 50% avec la ou les sensations. Il faut donc réapprendre à mettre toute son attention, en tout cas son attention le plus possible, dans ce que l'on est en train de faire. C'est un beau réapprentissage qui est utile dans la vie, car écouter vraiment les gens ou se concentrer sur quelque chose, ça devient plutôt rare. Rappelle-toi donc que plus tu diriges ton attention vers une sensation, plus ton cerveau lui attribue de l'importance. Encore plus si tu y mets ton attention couplée avec de la peur,
de la frustration, de l'angoisse, etc. Et plus il lui attribue de l'importance, plus il augmente sa saillance perceptive. Autrement dit, tu ne ressens pas nécessairement plus de symptômes parce qu'ils s'aggravent, mais parce que ton système attentionnel les amplifie. La deuxième erreur consiste à chercher en permanence de nouvelles techniques pour se réparer. C'est le vouloir tout faire pour que ça parte. Respiration, méditation, journaling, stimulation du nerf vague, relaxation, etc. Ces outils peuvent être pertinents dans certains contextes, mais lorsqu'ils sont utilisés dans une logique de correction immédiate du ressenti, ils envoient un message implicite au cerveau qui est « ce qui est ressenti n'est pas acceptable et doit être modifié ». Cela va donc encore augmenter l'intensité du signal d'alerte. D'ailleurs, tous ces outils dont je viens de parler, notamment la cohérence cardiaque, etc., ce sont des super outils, mais ils sont plus efficaces quand notre système n'est plus sensibilisé, mais dérégulé. L'intention derrière les outils que tu utilises, mais aussi dans la vie de tous les jours, est très importante. Ne fais pas quelque chose dans le but de réduire les symptômes. Je sais, je vous avais dit au tout début que ça paraissait un peu contre-intuitif, mais du point de vue du conditionnement, cela renforce l'association entre sensation et danger. Le cerveau apprend que cette expérience interne nécessite une intervention urgente et il augmente la fréquence et l'intensité des signaux pour maintenir ton attention. Le principal outil, entre guillemets, le véritable levier à ce stade, ce n'est pas l'accumulation de techniques, mais le développement d'une capacité, celle de ressentir une activation interne sans engager immédiatement une réponse de correction. Personnellement, quand un symptôme arrive, je le reconnais, je lui parle. C'est ma manière à moi de l'approcher avec curiosité, ce qui procure un message sécurisant pour le cerveau. Je lui dis « Ok, welcome sensation, tu peux être là, moi je continue ma vie ». Et ensuite, je focalise le plus possible mon attention sur la tâche en question, comme faire ce podcast par exemple. Une troisième confusion fréquente et classique concerne la manière de se réengager dans la vie. Il faut savoir que les symptômes chroniques et la peur associée réduisent constamment nos actions. Beaucoup finissent par être coincés à la maison dans leur lit pendant que d'autres forcent trop et n'écoutent pas du tout leurs symptômes. C'est donc deux extrêmes. Il faut les éviter évidemment. Il y a donc deux extrêmes. Éviter complètement les situations inconfortables ou à l'inverse, se forcer à les affronter coûte que coûte. Dans les deux cas, le système nerveux reste en tension. Retenez ceci, les extrêmes ne sont pas bons. On cherche ici un équilibre, une douce flexibilité. L'approche la plus efficace repose sur une exposition progressive, dans laquelle l'individu s'engage dans des activités, tout en autorisant la présence de l'inconfort, sans chercher à le supprimer, à le fuir, en étant le plus neutre possible et en accompagnant cela de messages de sécurité par exemple. Ce type d'exposition permet une mise à jour des prédictions du cerveau. La situation est vécue sans conséquences négatives majeures, ce qui diminue progressivement la réponse d'alerte. Un autre mécanisme important que j'ai cité il y a un court instant concerne l'organisation de la vie quotidienne autour de l'évitement des symptômes. À court terme, éviter peut soulager. C'est ce que j'ai fait avec mes douleurs de jambes. Je ne pouvais plus marcher plus de 5 minutes et ça a duré plusieurs années. L'horreur. À long terme, ça va réduire le champ d'expérience. L'environnement se restreint, les comportements deviennent limités et l'attention se recentre de plus en plus sur les sensations internes. On est obnubilé, obsédé par nos symptômes. Lorsque les sources d'engagement externe diminuent, le cerveau tend à amplifier la perception interne. On se renferme dans son petit monde avec tous nos symptômes. La vie devient alors centrée sur le corps et ses variations, sur les émotions négatives, le désespoir, la frustration, la dépression, ce qui renforce cette boucle de sensibilisation. Il est vraiment primordial de réapprendre, progressivement, pas à pas, à se rouvrir à la vie malgré les symptômes, malgré l'inconfort. Autre règle à retenir, si c'est gérable, on avance 2% par 2% pour doucement se réouvrir à la vie. On ne peut pas guérir quand on ne s'expose pas à nos triggers, à ce qui déclenche nos symptômes. Enfin, il est essentiel de comprendre que la progression n'est pas linéaire. La guérison, c'est un sacré bordel, surtout dans ce genre de domaine. De la même manière qu'une personne normale a des jours bien et des jours moins bien, les fluctuations, les rechutes ponctuelles, les réactivations de symptômes font partie du processus de désensibilisation. Les interpréter comme un échec ou un retour en arrière active les mêmes circuits de peur et d'anticipation. C'est vraiment à éviter, même si je sais, ce n'est pas facile. Ce qu'il faut retenir et qui influence réellement la trajectoire, c'est que ce n'est pas l'apparition ponctuelle d'un symptôme qui est important, mais la manière dont il est interprété et géré. Comment tu réponds à tes symptômes ? C'est ça la question qu'on veut savoir. Une réponse non catastrophique, non corrective, permet au système nerveux de recalibrer progressivement, doucement, sa perception du danger. Le cerveau comprend alors « Ah, elle ne réagit pas à ce symptôme ? C'est sûrement qu'il n'y a pas de danger en fait ». Et peu à peu, le symptôme se réduit.
Bon, il faut quand même savoir que généralement, c'est à ce moment-là que les symptômes varient. On appelle cela la rotation des symptômes par exemple. Ils changent, ils évoluent, de nouveau pointent leur nez, comme si le cerveau voulait être sûr qu'il n'y a plus de danger en attirant ton attention autrement et voir ta réaction. On peut donc passer des douleurs de nerfs à une douleur digestive, ou de migraine à des palpitations, ou encore de changement de température à une douleur à l'épaule. Quelque part, c'est bon signe, ça bouge, il faut continuer de répondre correctement, c'est très important. Si l'on devait résumer ce petit épisode, le point central est le suivant. Dans un état de sensibilisation, l'objectif n'est pas de résoudre immédiatement les symptômes. L'objectif est de stabiliser le système en cessant d'alimenter les boucles qui maintiennent l'alerte. Le cerveau est super puissant, mais malheureusement, de par nos traumas, de par nos réactions négatives multiples, nos peurs multiples, on utilise ce super pouvoir de manière contre-productive. Cela implique de réduire la surveillance excessive, de limiter les stratégies de correction immédiate, de réintroduire progressivement des expériences de vie et de modifier la relation aux sensations internes. C'est OK si c'est inconfortable du moment que c'est gérable. Ce processus peut sembler simple quand on l'énonce comme ça, mais évidemment, il est en fait très exigeant dans sa mise en œuvre. Je dis toujours, c'est simple, mais ce n'est pas facile à appliquer. Simple ne veut pas dire facile. Cela demande de tolérer un certain niveau d'inconfort sans chercher à le contrôler. Et parfois, même souvent, c'est dur. On est des braves soldats, je vous le dis. Mais c'est précisément cette tolérance qui permet au système nerveux de retrouver de la flexibilité et des capacités. Certains vont me dire, mais ça veut dire quoi exactement tolérer sans chercher à contrôler ? Ça veut dire accepter de ressentir une sensation désagréable sans essayer immédiatement de la faire disparaître. Par exemple, tu sens le cœur s'accélérer, mais tu ne cherches pas à le calmer tout de suite. Tu ressens une tension, mais tu ne la corriges pas ou tu n'analyses pas. Tu sens une montée d'anxiété, mais tu ne paniques pas, tu ne résistes pas. Tu acceptes la vague de panique. Faire attention à ne pas réagir avec peur, panique, frustration. Laissez le corps se réorganiser, car il sait le faire. N'intervenons pas négativement dedans. Quand tu essaies de contrôler ou supprimer une sensation, ton cerveau comprend que c'est dangereux et il renforce la réaction. À l'inverse, quand tu la laisses être là, ton cerveau apprend que ce n'est pas un problème et il réduit progressivement l'alerte. La manière dont tu réagis à tes symptômes est donc primordiale. Recherche la curiosité, la neutralité et continue ta vie. Ça n'a pas besoin d'être parfait, bien sûr. Et c'est à partir de cette base-là que des changements plus profonds deviennent possibles. Restons patients et le plus confiants possible. N'hésitez pas à écouter cet épisode en cas de coup dur. Je vous embrasse.